Merci beaucoup, Votre Excellence, pour une analyse pertinente sur la situation actuelle du monde, surtout en ce qui concerne la politique chinoise envers de la Russie et de l'Ukraine, envers de l'Europe, et en ce qui concerne sur la situation de la Covid-19. En plus, vous avez bien signalé la sécurité mondiale, les principes de respect de la souveraineté politique, de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres pays. En tout cas, je vous remercie pour cette analyse pertinente. Je donne la parole dans la salle. Si vous aviez des questions, vous pouvez poser vos questions en précisant votre nom et prénom et fonction. Merci. Frédéric Saillot, Eurasie Express. Début février, le 4 février, le président Poutine et le président Xi Jinping ont signé un communiqué qui développe un accord stratégique entre la Fédération de Russie et la Chine, entre l'Eurasie et la Chine, qui se conclut par les relations entre la Chine et la Russie sont placées sous le signe d'une amitié sans limite. Monsieur l'ambassadeur, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quelque temps de cela, la Fédération de Russie a lancé un missile stratégique calibre de la mer Noire sur Kiev le jour où s'y trouvait le secrétaire général de l'ONU. Vous avez rappelé l'importance des relations multilatérales. Est-ce que ce fait, est-ce que cet acte de la Fédération de Russie n'est pas une limite à cette amitié que le communiqué de début février rappelait entre la Chine et la Russie? Merci. La Chine et la Russie sont des partenaires stratégiques. Cela depuis de longues années. Tout le monde le connaît. Et ces dernières années, sous la direction des deux chefs d'État, ce partenariat s'est très bien développé. Et c'est expo dans tous les domaines. Et cela est dans l'intérêt de nos deux pays et dans le maintien de la paix et de la stabilité mondiale. La Chine et la Russie jouent un rôle de stabilisateur du monde. En ce qui concerne la crise actuelle russo-ukrainienne, j'ai exprimé tout à l'heure, la Chine respecte toujours le principe de la souveraineté et de l'intégrité de tous les pays. La Chine préconise aussi qu'il faut tenir compte des préoccupations sécuritaires légitimes de tous les pays. Et il faut considérer cette affaire, ou bien cette crise, à travers, ou bien en tenant en considération les tenants et les aboutissants de l'affaire. Il faut s'attaquer à la cause profonde de cette crise-là. Je me rappelle, au début de l'éclatement de la crise, il y a un écrivain américain, un chercheur américain, qui a écrit un article, qui a posé un point de vue. Il a dit que si on évalue, ou bien si on considère
la crise à partir le 24 février de cette année, alors c'est la faute de la Russie parce qu'il a déclenché la guerre. Mais si on considère cette crise-là à partir des années 90 du dernier siècle, alors l'OTAN doit assumer la responsabilité principale parce que après la désagrégation de l'Union soviétique, l'OTAN, qui est un produit de la guerre froide, dont le rival est l'organisation du pacte de Varsovie, qui a été dissous, n'est pas disparu. L'OTAN n'est pas, en conséquence, dissous, mais se renforcer et a appliqué 5 cycles d'expansion à l'Est en avançant sa frontière jusqu'à la porte de la Russie, ce qui a constitué une menace sécuritaire majeure pour la Russie. Et la Russie a posé à plusieurs reprises leur inquiétude vis-à-vis de l'OTAN, mais elle a été refusée. C'est le parcours de cette histoire. Donc il faut considérer tous ces éléments historiques pour évaluer objectivement et justement cette crise-là. Et on peut aussi évaluer ce qui s'est passé un peu avant l'éclatement de cette crise. Par exemple, à la fin de l'année dernière, il existait des tensions autour de la frontière de la Russie, de l'Ukraine, et en Europe de l'Est, il y a des rassemblements des troupes de l'OTAN, des pays membres de l'OTAN. Bien sûr, il y a aussi le rassemblement, les manœuvres militaires de la part de la Russie, mais il y a aussi les manœuvres de l'armée ukrainienne dans la région Est, Donbass. Donc, et je me rappelle que la partie russe a avancé des propositions de négociation avec l'OTAN sur la sécurité en Europe, sur la construction d'une nouvelle structure sécuritaire en Europe. Et la Russie a avancé 3 proposés, y compris la neutralité de l'Ukraine. Mais je n'ai pas vu l'OTAN a réagi favorablement à ces propositions. Donc, il faut être honnête, il faut être objectif, il faut voir, considérer tous les éléments avant de tirer la conclusion. Je vous remercie. Concernant le tir de missile sur Kiev, est-ce qu'il faut le condamner? Monsieur, il y a d'autres questions? Bonjour, donc Abdelhafid Othmani, je suis professeur d'économie. Moi, je voulais juste revenir sur la question de l'hégémonie américaine que vous avez évoquée tout à l'heure. La Russie a commencé déjà la vente ou les ventes de pétrole en utilisant donc le rouble. Je voulais savoir, certainement, le dollar. On connaît bien sa position actuellement. Est-ce que si vous voyez dans le même sens, si on veut en quelque sorte diminuer cette hégémonie américaine, est-ce que la Chine pourrait jouer un rôle également dans ce sens-là, en diminuant en tout cas la place de dollar dans le commerce international? La Chine préconise la mondialisation économique du monde parce que ce qui est le plus dans l'intérêt de tous les pays, dans la globalisation, on peut utiliser ce mot-là, la globalisation économique, les pays peuvent économiser les coûts dans la production, ouais,
Mais maintenant, on voit que avec des actes de la part des États-Unis, la globalisation économique est un peu détruite. Par exemple, la Chine est la plus grande victime de ces actes-là. Beaucoup d'entreprises chinoises de haute technologie ont été listées, ont été comment dire, listées dans la liste noire par les Américains pour la coupure d'approvisionnement, ce qui a bouleversé énormément la chaîne d'approvisionnement mondiale. Le dollar, bien sûr, est la première devise internationale utilisée dans le commerce international. Et on voit souvent que les Américains instrumentaliser ou bien weaponiser le dollar pour punir ou bien sanctionner les autres pays. C'est vraiment une tendance qui n'est pas très bien accueillie ou bien qui est rejetée par la majorité des pays du monde. Et tous les pays du monde ont la volonté de promouvoir la démocratisation des relations internationales. Et la Chine et la France, nous sommes toutes les deux pour le multilatéralisme aussi dans la gouvernance mondiale. Et dans ce cas-là, la Chine est pour, comment dire, toutes les mesures qui favorisent le commerce libre du monde, qui est favorable à maintenir un ordre normal, libre du commerce international, surtout dans le cadre de l'OMC, qui est d'ailleurs un peu, comment dire, paralysé par des actes américains. C'est malheureux, ouais, c'est malheureux. Donc, si on rencontre des difficultés dans le commerce international avec le dollar, bien sûr, on doit chercher d'autres moyens, n'est-ce pas? Merci. Jean-Luc Pugeot, rédaction de politiqueactu.com. Parce que nous avons lu Confucius, monsieur l'ambassadeur, il n'y a pas deux soleils dans le ciel, de même il ne peut y avoir deux empereurs sur Terre. Nous savons que la confrontation entre la Chine, en passe de devenir la première puissance mondiale, et les États-Unis est presque inéluctable. C'est ce qu'ont annoncé dès 1996 le professeur Samuel Huntington, en 2014 le géostratège français que connaît bien l'Académie, le général Henri Paris, et en 2019 le professeur Graham Allison. Notre ambition doit être celle ici de chercher à éviter cette guerre. Comment sortir du piège de Thucydide? Dans cet esprit, monsieur l'ambassadeur, dont trois questions s'imposent à mon sens. Première question, entre la Chine et le reste du monde, il existe, c'est inévitable, méprise sur les intentions et méprise sur les arrière-pensées. À votre avis, qu'est-ce qui fonde les méprises de la France, de l'Europe et des États-Unis sur les intentions de la Chine et comment dissiper ces méprises? A contrario, vous qui connaissez très bien la France et l'Europe, puisque vous avez été en poste à Paris dès 2001, existe-t-il des sources d'incompréhension de la part de Pékin vis-à-vis de l'Europe, de la France et des États-Unis? Deuxième question, pour éviter la guerre, quels outils, quelles politiques mettre en place sur le terrain commercial, par exemple? Comment le projet de nouvelles routes de la soie, puis le projet de la ceinture et la route, peuvent-ils profiter au commerce mondial, favoriser l'esprit de coopération, l'esprit gagnant-gagnant, pour reprendre les termes du président Xi? Quelles en seraient les conditions?
Sur le terrain stratégique, quel mécanisme de désescalade des tensions faudrait-il mettre en place, et notamment en cas d'incidence majeure et d'incident majeur militaire en mer de Chine? Et enfin, troisième question, en guise de conclusion, Monsieur l'ambassadeur, êtes-vous confiant pour la paix? Ouais, vous avez posé beaucoup de questions. Hein. Vous pouvez répondre que la troisième question. Première, c'est la méprise de l'Occident sur la Chine, n'est-ce pas, sur les intentions réelles ou bien les arrière-pensées ou dites de la Chine. Deuxième question, concerne l'initiative Ceinture et Route avancée par la Chine, les conséquences ou bien les résultats. Troisième question, concerne les tensions dans la région de la mer du sud, de la Chine du sud. Les outils à mettre en place pour la désescalade militaire éventuelle. Une désescalade militaire. Des escalades militaires éventuelles dans quelle région? Dans l'Asie-Pacifique? Mer de Chine. Mer de Chine. Oui, ok. Tout d'abord, en ce qui concerne de dissiper les méprises de l'Occident sur la Chine, dans mon discours, j'ai déjà fait des propositions. Ça veut dire il faut voir, comment dire, la Chine juger les choses sur la base des faits. Ça veut dire, vous voyez la Chine, il faut voir de vos propres yeux, voir les réalités des faits de la Chine, au lieu de croire des informations, des fake news, même des mensonges. Et je vois que beaucoup de presse ou de médias en Occident, ils ne veulent pas présenter la Chine telle qu'elle est. Ils veulent toujours tordre le cou à la réalité, déformer un peu la réalité de la Chine, ou bien ajouter un filtre, un prisme. Les Chinois ont dit une anecdote sur le BBC hein, de la Grande-Bretagne, qui fait beaucoup de reportages sur la Chine. Les Chinois disent que quand il fait la vidéo, le film, faire des images, des photos sur la Chine, il ajoute toujours un filtre des enfers. Ça veut dire toujours avec des couleurs très sombres. C'est un exemple. Donc il faut avoir une optique très objective. Voir telle qu'elle est, présentée telle qu'elle est. Et d'ailleurs, il faut voir la Chine d'une optique globale. Ça veut dire qu'il ne faut pas s'attaquer à un aspect en ignorant les autres. Oui. En Chine, il y a une fable très ancienne qui dit qu'il y a des aveuglés hein, qui touchent un éléphant. Oui. Une personne a touché la trompe. Ils disent que l'éléphant, c'est une corde. Et touche une autre, touche le corps. Ils disent que l'éléphant, c'est un mur. Et un troisième touche la jambe. Ils disent que l'éléphant, c'est une colonne. Personne n'a obtenu la réalité, n'est-ce pas? C'est un exemple. Il faut voir la Chine. Par exemple, sur la politique zéro Covid dynamique de la Chine, il faut évaluer, juger cette politique d'un point de vue global. Bien sûr, il y a des gens qui s'y opposent, parce que le contrôle, le confinement
à limiter leur liberté de déplacement, mais de l'intérêt général du pays, c'est nécessaire, cette mesure-là. Ceux qui s'y opposent peut-être représentent 1% de la population, mais ceux qui sont pour représentent 99%. Mais ici, on voit, dans la presse d'ici, on ne voit que la voix, on n'entend que la voix de ce 1%. Mais on n'entend pas la voix de ces 99%. Oui. Et d'ailleurs, il faut, quand on parle de la politique ou bien du régime social de la Chine, il faut prendre compte de la situation, des conditions de la Chine. La Chine est un pays en développement, pas comme la France qui est un pays développé. Nous avons encore beaucoup de difficultés de développement, de disparités entre les villes et la zone rurale, entre l'Est et l'Ouest, entre les différents secteurs industriels même, entre les riches et les pauvres. Donc, gouverner un pays, un grand pays comme la Chine, qui a une population de 1,4 milliard, c'est beaucoup plus complexe et difficile que de gouverner n'importe quel autre pays. Et donc, il faut prendre en considération la situation et les conditions de la Chine. Et on peut dire que ce sont les Chinois eux-mêmes qui connaissent le mieux la situation et les conditions de leur pays. Pour la deuxième question, l'initiative Ceinture et Route, jusqu'à maintenant, selon moi, ça marche très bien. Ouais. La Chine a fourni beaucoup d'occasions de développement aux différents pays, surtout les pays en développement, sur le continent eurasiatique. Par exemple, parce que au milieu du continent, les pays en développement sont pour la plupart encerclés. Ouais, ils n'ont pas de lien avec l'extérieur. On peut dire que c'est un bas-fond de développement. Il manque d'investissement, il manque d'infrastructures et leurs commerces ne sont pas flus. Et la Chine, en appliquant cette initiative, les amène ensemble à se développer. Oui, nous investissons ensemble dans les infrastructures, dans le chemin de fer, dans les autoroutes, dans les barrages hydroélectriques, comme ça. Et cette initiative a aussi expansion vers le continent africain. Oui. Cela a apporté beaucoup d'intérêt aux différents pays en développement, même aux pays développés, aux pays européens. Entre la Chine et l'Europe, nous avons des lignes de chemin de fer qui transportent des marchandises. Cela augmente chaque année beaucoup. Avant la crise russo-ukrainienne, les convois entre la Chine et l'Europe augmente 45% chaque année et a atteint l'année dernière 15 000 convois une année. Donc c'est un exemple de résultats favorables de cette initiative Ceinture et Route. Et nous souhaitons continuer et développer parce que ce sont des mesures concrètes pour le développement ensemble du monde. Ce n'est pas seulement des paroles vides. Ouais, je vois d'autres pays, ouais, les Amériques, les États-Unis, l'Europe, ont lancé aussi des initiatives
Ouais, nous accueillons favorablement, nous voulons faire la coopération avec eux. Ouais. Pour la troisième question, en effet, dans la région Asie-Pacifique, surtout dans la région de la mer du sud de la Chine, la situation est stable et calme. Il n'y a aucun problème là-bas. Mais pourquoi vous avez l'impression que la situation est tendue là-bas? C'est parce qu'il y a un certain pays qui ne veut pas avoir la situation calme dans cette région-là. Ils envoient chaque jour des navires de guerre pour faire des navigations, soi-disant navigations libres. Mais en fait, c'est justement leur navigation libre qui a perturbé la situation sur place. Dans cette région-là, dans cette région de la mer du sud de la Chine, il ne s'est jamais passé d'incident qui est, comment dire, qui a perturbé la navigation libre. La Chine et les pays membres de l'ASEAN, les 10 pays membres de l'ASEAN, ont maintenu de très bonnes relations de coopération. Et ensemble, nous sommes en train de négocier des codes de conduite sur la mer du sud de la Chine. Et on va réussir à terminer la négociation. Et d'ailleurs, les 10 pays de l'ASEAN sont les premiers grands partenaires commerciaux de la Chine, et vice-versa. Ouais. Maintenant, l'ASEAN est le premier partenaire commercial de la Chine. L'Union européenne devient deuxième. Ouais. Il y a 1 an, 2 ans, l'Union européenne était le premier partenaire commercial de la Chine. Et encore plus tôt, c'était les États-Unis. Mais à cause de la guerre commerciale lancée par Donald Trump, le volume du commerce entre la Chine et les États-Unis diminue ces derniers temps. Il devient le 3e partenaire. Donc, ne vous en faites pas. La situation là-bas reste stable, à moins que certains pays hors région ne fassent pas de sabotage. Ouais, merci. Merci. Monsieur Djeloul. Merci, Monsieur le Président. Monsieur l'ambassadeur, vous avez expliqué les raisons qui ont amené la Russie à faire une guerre préventive en Ukraine. Supposons que la même situation se trouve à Taïwan. Est-ce que vous êtes prêt à faire la même chose? Ça veut dire si Taïwan a pu acheter des fusées et les installer sur place, ce qui pourrait menacer, comme vous avez parlé de la Russie, ce qui pourrait menacer la Chine. Est-ce que dans ces cas-là, vous êtes prêt à mener une guerre préventive au Taïwan? Oui, maintenant, beaucoup de monde aime comparer le problème de Taïwan à la crise ukrainienne. Pourquoi on a cette impression? Cela signifie bien que les deux choses, les deux problèmes, à un point commun, c'est qu'il y a
quelques pays qui attisent toujours le feu dans des régions. Pour la Chine, le problème Taïwan est incompatible à la crise ukrainienne, parce que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. C'est un fait juridique reconnu par toute la communauté internationale et défini par la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies. Et c'est un fait juridique et, comment dire, diplomatique reconnu par l'immense majorité des pays du monde, y compris la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne. Donc, il n'y a pas de divergence dans le monde, parmi les pays du monde, que Taïwan fait partie intégrante de la Chine. Le problème est que les autorités actuelles à Taïwan font toujours des efforts de se séparer de la Chine, de faire le séparatisme avec des appuis, des soutiens des Américains surtout. Cela va à l'encontre de l'intérêt vital de la Chine, d'une part, et d'autre part, cela va à l'encontre des intérêts globaux de la communauté internationale, parce que cela créera le désordre, le conflit et même la guerre dans la région. Vous pouvez imaginer si les autorités de Taïwan déclarent l'indépendance à un jour, quelle sera la réaction de la Chine? Le gouvernement chinois ne permettra pas l'indépendance de Taïwan, c'est sûr, n'est-ce pas? Donc pour éviter cette situation, tous les pays du monde doivent faire des efforts dans le sens de la paix au lieu de la guerre. Il ne faut pas attiser le feu, comme ce que font les Américains ces quelque temps. Par exemple, vendre des armes à Taïwan ou bien envoyer des officiels de haut niveau à visiter Taïwan. Ça ne rime à rien. Ça ne sert à rien pour la paix. N'est-ce pas? Merci beaucoup, Votre Excellence. Amiral de Furc, s'il vous plaît. J'ai deux questions pour vous, Monsieur l'Ambassadeur. La première est un peu générale et globale de sciences politiques. On entend beaucoup parler aujourd'hui des Occidentaux à nouveau. Pourriez-vous nous dire si vous avez pour ce terme un petit peu de considération, ou est-ce que vous distinguez nettement les Américains et les Européens, ou plutôt, deuxième même formulation, comment voyez-vous évoluer les relations entre les Européens continentaux et les Américains? Et puis j'ai une question subsidiaire, bien sûr, parce que je suis un marin. Comment voyez-vous la présence militaire française dans ce que nous appelons l'Indo-Pacifique, et bien sûr un concept un peu différent de ce que manipulent les Américains, et en particulier ce que l'Alliance AUKUS a démontré. Vous savez que nous avons une vision de l'Indo-Pacifique qui est plutôt tournée vers la réalité de la présence française dans la région Pacifique. Deux questions principales secondaires, s'il vous plaît.
Oui, la présence militaire de la France dans la région Indo-Pacifique, n'est-ce pas? Oui. La deuxième question subsidiaire, parce que je connais un peu votre réponse. La première, l'Occident. Comment voyez-vous cette évolution de l'Occident? On en parle beaucoup aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui a une réalité pour vous? Comment voyez-vous évoluer La notion Occident. Ouais. Oui, l'Occident est une notion par rapport à la notion l'Orient, n'est-ce pas? Au niveau politique ou bien au niveau idéologique, peut-être il existe un bloc occidental. Comme cette fois, on a très bien vu que ce sont surtout les pays occidentaux qui ont imposé les sanctions vis-à-vis de la Russie. En effet, la Chine veut depuis toujours maintenir de bonnes relations avec le monde occidental. Ouais. Après la fondation de la République populaire de Chine en 1949, la Chine a été sanctionnée et bloquée par le monde occidental. Mais après la visite du président américain Nixon au début des années 70, les relations entre la Chine et les États-Unis s'est progressivement améliorée. Et à la fin des années 70, le gouvernement chinois, dirigé par M. Deng Xiaoping, a appliqué la politique de réforme et d'ouverture. Et à partir de ce temps-là, je pense que les relations entre la Chine et l'Occident s'est considérablement améliorées, bien qu'il, malgré des hauts et des bas, oui, dans le parcours, mais généralement, les relations entre les deux parties s'est très bien développées. Et cela est dans l'intérêt des deux parties. Oui. La Chine a pu se développer économiquement et les pays occidentaux, on peut ouvrir et exploiter le marché gigantesque de la Chine. C'est pourquoi nous n'avons jamais eu l'intention de détériorer nos relations avec les pays occidentaux. Et nous disons toujours que la Chine, nous avons notre propre idéologie, notre propre système social qui sont différents de ceux des pays occidentaux. Nous n'interviewons jamais votre système ou bien votre affaire intérieure, mais nous demandons que vous n'interviennent pas non plus dans les affaires intérieures de la Chine. Et les systèmes sociaux de la Chine et des pays occidentaux, on peut dire avec un adage en Chine, c'est les eaux de la pluie ne se mêlent pas dans les eaux de la rivière. Ouais. On peut se trouver en bon terme, n'est-ce pas? Ça, c'est un monde harmonieux. Et le président Xi Jinping a avancé une initiative de construire la communauté d'avenir partagé pour l'humanité. C'est ce sens-là. Nous voulons construire avec le pays occidental, les pays occidentaux, un monde harmonieux et prospère, au lieu de tomber dans le piège de Thucydide, comme a dit ce monsieur-là tout à l'heure. Et
la notion Indo-Pacifique est effectivement créée par les Américains pour contenir ou bien indiquer la Chine, la montée, le développement de la Chine. En effet, la Chine se trouve dans la région Asie-Pacifique, n'est-ce pas? Nous avons de très bonnes relations de coopération avec les pays Asie-Pacifique. La France prétend qu'elle est un pays Indo-Pacifique parce que ils ont des territoires là-bas, ils ont des zones économiques exclusives, hein, d'une superficie de plus d'1 million de kilomètres carrés. Oui, vous avez raison d'avoir une existence là-bas. Oui. Mais nous souhaitons que la présence française dans cette région est favorable au développement et à la coopération des différents pays de la région. Oui. La Chine souhaite faire cette coopération avec la France. Et nous ne voulons pas voir que les autres pays européens comment dire, élaborent des programmes comme les États-Unis. Leur stratégie Indo-Pacifique, c'est uniquement militaire. C'est pas favorable au maintien de la paix. Et tout à l'heure, j'ai dit que dans la région de la mer du sud de la Chine, la situation est réellement très calme, très stable. Mais il y a certains pays qui veulent toujours saboter cette stabilité. Merci. Merci. Merci beaucoup. Il y a, attendez, une dernière question, attendez. Madame Lalande. Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous poser une question à propos des droits de l'homme. Micro, s'il vous plaît. Micro. Vous savez. Oui, je voulais vous poser une question au sujet des droits de l'homme. Est-ce qu'on est vraiment dans une guerre de civilisation? Et vous savez que l'Occident accuse beaucoup la Chine et d'autres, se sert tout le temps de la notion de droits de l'homme, et notamment sur l'histoire des Ouïghours, qu'on nous ressort régulièrement. J'aurais voulu savoir quel était votre sentiment là-dessus. J'avais une deuxième question, c'était sur l'adhésion de la Finlande à l'OTAN. Est-ce que vous pensez que cette escalade-là, on va pouvoir... voilà. Finlande à l'OTAN. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir désescalader ou est-ce qu'au contraire, on va droit dans le mur? Je réponds tout d'abord à votre deuxième question. Tout à l'heure, j'ai dit que l'expansion de l'OTAN n'est pas favorable à la paix, je pense. Donc cette fois-ci, l'intégration de la Finlande à l'OTAN est bon ou pas, je n'ai pas de commentaire. Parce que c'est une décision souveraine de la Finlande. Mais j'ai vu la réaction de la Russie, n'est-ce pas? J'ai pas de remarques à faire sur ce sujet. En ce qui concerne les droits de l'homme, c'est toujours le problème. Comment vous voyez la Chine, n'est-ce pas? Il faut, à partir de la situation réelle de la Chine, pour évaluer les problèmes de ce pays-là. La Chine est un pays en voie de développement. Bien sûr, il existe beaucoup de problèmes, n'est-ce pas? Mais la Chine a fait beaucoup d'efforts pour se développer, améliorer le bien-être du peuple, améliorer la situation des droits de l'homme de notre pays. Et si on n'est pas partial, si on est objectif, tout le monde peut constater que depuis la fondation de la République populaire de Chine, depuis plus de 70 ans,
la situation des droits de l'homme en Chine s'est considérablement améliorée. Tant par rapport à son passé que par rapport aux autres pays du monde. À l'immense majorité des autres pays du monde, on peut dire. En ce qui concerne le soi-disant problème des Ouïghours, la plupart sont des mensonges. Est-ce que vous avez vu des preuves? Seulement quelques racontards de soi-disant chercheurs occidentaux. Mais chaque fois, le gouvernement chinois, le gouvernement de la région autonome du Xinjiang fait des éclaircissements avec des preuves à l'appui, des chiffres, des faits, des preuves à l'appui, et des témoins même. Oui, je vois que ces forces dans l'Occident invitent souvent quelques soi-disant témoins pour raconter leur, leur histoire. Mais c'est toujours ces quelques personnes-là. Et chaque fois, la partie chinoise a avancé des preuves pour les démentir. Ouais. Et l'ambassade de Chine a posté beaucoup de vidéos ou bien d'articles, des conférences de presse organisées par le gouvernement du Xinjiang sur notre site web ou bien sur notre site de réseaux sociaux. Si vous êtes intéressé, vous pouvez les consulter. Oui. En un mot, vous pouvez réfléchir. Ouais. Si la situation des droits de l'homme en Chine est si méphitique que ce que racontent certaines personnalités en Occident, comment la Chine peut se développer si bien? Comment la Chine peut monter en puissance en une deuxième grande économie du monde? Comment le Parti communiste chinois peut bénéficier plus de 90%, le soutien de 90% de la population chinoise? Ce 90% n'est pas avancé par les Chinois, par les agences de Chinois, c'est par les institutions de recherche occidentaux. Donc ce sont les faits, je pense. Oui. Merci. Merci bien. Monsieur Patrick Lejeune. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur, de votre intervention, Dr Hasbin, de nous inviter à échanger. Je suis Patrick Jouan de la Fédération pour la paix universelle, vice-président avec un statut ECOSOC général aux Nations Unies. Ma question principale, c'est pourquoi ces 5 nations du Conseil de sécurité, dont la Chine, n'ont pas une sagesse, avant les événements tragiques qui sont intervenus, de mettre de prendre du temps pour discuter avec les gens qui œuvrent avec l'OTAN ou de votre côté en Asie. On connaît la sagesse chinoise historique, mais on ne voit pas pourquoi les représentants de vos pays, l'Amérique, la Russie, la Chine, la France et les autres, ne viennent pas discuter pour prévenir la guerre. Quand vous vivez avec ces gens-là qui souffrent, en Ukraine ou en Pologne, que j'ai vécu, c'est tragique. Donc je ne vois pas pourquoi vous n'avez pas la sagesse de proposer, par exemple, on a proposé de faire des groupes de spécialistes et aussi des médias, de faire des voyages, fact-finding tour, on appelait ça dans les années 80, pour prévenir justement la glasnost et ce qui pouvait arriver après, la guerre, les conflits. Donc je vous demande, est-ce que vous n'essayez pas de votre côté, avec votre voix au Conseil de sécurité, d'essayer de prévenir la guerre, qui finalement condamne tout le monde? Merci. C'est une question éternelle.
Vraiment, et je pense que pour réaliser la paix ou bien prévenir la guerre, il nécessite les efforts conjoints de tous les membres de la communauté internationale, surtout du Conseil de sécurité. Mais on constate qu'il existe des divergences parmi ces membres-là, n'est-ce pas? Il y a des arrière-pensées idéologiques ou bien stratégiques. Il y a des pays qui veulent bien préserver leur hégémonie dans le monde, ne veulent pas voir la montée en puissance des autres pays. Donc cela constitue, ou bien ils ont des mentalités de la guerre froide qui consistent à la philosophie de jeu à somme nulle. Dans ce cas-là, il reste moins d'espace de consultation, de concertation, de coopération entre les différents pays. Ouais. Donc il y aura plus de probabilité d'avoir des conflits, des confrontations, même la guerre. Et bien sûr, la guerre, ce sont les civils, la population qui sont les premières victimes. Ouais, on voit aujourd'hui des millions de réfugiés ukrainiens fuient le pays, dans les pays européens. Ouais, l'économie du pays a été détruite, totalement détruite. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, pourquoi on ne peut pas agir avant, un peu plus tôt, avant la guerre, n'est-ce pas? La Russie a proposé de négocier avec l'OTAN, avec les États-Unis, mais elle est refusée. Ouais. Mais pourquoi? Et même après l'éclatement de la guerre, les Russes et les Ukrainiens sont entrés dans les négociations. Est-ce que vous avez constaté? Mais une fois les négociations auraient l'occasion d'aboutir, on crée toujours des incidents pour le saboter. La sagesse, c'est une part, mais on n'a pas la puissance pour imposer la paix. Ouais. Le cœur qui manque. C'est pas le cœur qui manque, c'est la puissance qui manque. On n'a pas l'hégémonie. Oui. Ce qui est hégémonique, il n'a pas l'intention de paix. Ouais. Merci bien. Il me semble que c'est la dernière question, non? C'est la dernière question. Monsieur Hawad, s'il vous plaît. Excellence, Hawad Mohamed, je suis de la division politique. Comme vous le savez, les élites prospectives indiquent que la Chine va bientôt devenir une grande puissance maritime. Maritime. Ça, c'est tous les études prospectives indiquent cette réalité. Donc, est-ce que la Chine respectera-t-elle le droit de la mer d'aujourd'hui? Ou le futur droit de la mer, parce qu'il est toujours en gestation. Oui, la Chine, on peut dire, est un parangon du respect du droit international. Oui, je peux me prétendre, hein, est un bon exemple, un bon étudiant, bon élève du respect du droit de l'homme. Pourquoi dire ça? Est-ce que vous avez vu un exemple que la Chine enfreint le droit de l'homme, le droit de la mer? Oui, le droit de la mer. Oui, quand il y avait le litige sur la mer du sud de la Chine, beaucoup parlent de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, n'est-ce pas?
on accuse la Chine de ne pas respecter, ne pas observer cette convention sur le droit de la mer. Mais c'est faux, c'est pas la réalité. La Chine respecte strictement cette convention des Nations Unies. Parce que dans la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, il y a une clause qui dit que les pays peuvent peut présenter une réserve quand il s'agit du litige de territoire. Et le pays, la Chine, d'après cette clause, a déclaré que quand il s'agit du litige territorial avec les pays voisins, on doit les résoudre par voie bilatérale, par voie de négociation bilatérale, pas par le arbitrage international. Dans ce cas-là, la Chine n'a aucunement enfreint le droit maritime. Et d'ailleurs, quand la Chine deviendra une puissance maritime, bien sûr, la Chine a le besoin de développer notre puissance d'exploitation, de développement dans les océans, parce que la Chine est un grand pays. Nous avons ce besoin-là. Mais dans ce cas-là, la Chine ne sera pas un pays agressif. La Chine reste toujours un élément de maintien de la paix du monde. Et la Chine jouera le rôle de paix dans cette région-là, dans la mer du sud de la Chine. Et nous tentons toujours de résoudre nos litiges avec nos pays voisins, les pays de l'ASEAN. Si la Chine était un pays agressif, selon sa puissance militaire, on peut absolument reprendre les îles occupées par ces pays-là, n'est-ce pas? Mais la Chine n'a pas fait comme ça. On persiste dans la négociation, la voie pacifique. Le pays qui ne veut, ou bien qui ne veut le plus voir le désordre, le conflit, la guerre dans cette région-là, c'est la Chine. Et je suis sûr que les pays de l'ASEAN, les 10 pays de l'ASEAN, ne veulent pas non plus voir le conflit et la guerre dans cette région. Parce que ces pays-là, leur intérêt suprême, c'est le développement économique. Tout le monde a vu l'exemple de l'Ukraine. Si la région tombe dans la guerre, aucun pays ne sera pas épargné. C'est la raison. C'est pourquoi la Chine maintenant a fait le plus d'efforts pour maintenir la stabilité, la paix de cette région-là. Même si les Américains provoquent sans cesse la Chine sur le problème de Taïwan, on reste sans foi, n'est-ce pas? On reste sans foi. On n'a pas fait des réactions excessives, même si c'est notre droit légitime, légal. Donc, je voudrais vous rassurer que même si, quel que soit le niveau de développement de la Chine restera un grand pays responsable et de paix. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Et apparemment, c'est le dernier mot de conclusion de Son Excellence.
c'est la Chine va prendre la responsabilité et leadership du paix dans le monde. Merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur.